Chers collègues, bonjour depuis la côte ouest des États-Unis. La distance et les 9 heures de décalage horaire ne me permettent pas d'être avec vous, pas plus en présentiel qu'en visioconférence, et je le regrette. Aussi, j'ai enregistré cette courte intervention, discussion, que vous pourrez écouter en début de séance en attendant les retardataires. J'ai été sollicité pour évoquer une question qui nous concerne tous aujourd'hui. Comment intégrer les impératifs du développement durable en conservation et plus spécifiquement pour le patrimoine photographique dont les normes de conservation aboutissent à des pratiques très énergivores. Alors pourquoi de telles normes ? Le patrimoine photographique a été un des premiers et sans doute l'un des rares biens culturels à bénéficier d'une normalisation internationale pour sa préservation. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, il y avait un souci de pérennité de certains documents photographiques, comme les microfilms qui étaient utilisés depuis les années 1960-1970 comme un moyen de préservation à long terme. On microfilmait les documents afin d'assurer la sauvegarde de l'information, que ce soit des documents scientifiques, des documents stratégiques pour la défense, des plans de centrales nucléaires ou les incunables des bibliothèques. Et à l'époque, le Centre de recherche sur la conservation des documents graphiques, qui est aujourd'hui le CRC, le Centre de recherche sur la conservation, analysait la quantité de produits résiduels, en l'occurrence du fixateur, afin de déterminer si elle était conforme à la norme ISO et être ainsi sûr que ces documents photographiques, ces microfilms, ces microformes se conservaient bien. On avait toute confiance dans ces photographies en noir et blanc. La photographie couleur, quant à elle, n'était pas adoptée dans les institutions patrimoniales car il était connu que les couleurs se modifiaient après quelques années. Malheureusement, dans les années 1980, on s'est aperçu que la photographie en noir et blanc n'était pas aussi stable que ce que l'on espérait, en particulier l'acétate de cellulose utilisé comme support des microfilms et des films photographiques, cinématographiques, avait tendance à se décomposer. Alors que certains fabricants annonçaient qu'il durerait au moins 300 ans, les travaux académiques et l'expérience des cinémathèques et photothèques indiquaient des signes d'altération après seulement une trentaine d'années. On découvrait alors ce qui sera dénommé le syndrome du vinaigre. Et pour contrer ou plutôt ralentir ce phénomène, les normes pour l'archivage de longue durée ont alors préconisé des conditions de conservation drastiques pour ces supports. Les fabricants de films photographiques et cinématographiques ont activement participé à l'élaboration de ces normes. En effet, ils étaient en premier chef concernés par la détérioration des films, que ce soit des supports en triacétate de cellulose ou des photographies et films couleur. Il y avait là des enjeux économiques. Cela permettait en quelque sorte de reporter la responsabilité de la durabilité de ces supports photo et cinéma sur l'utilisateur et non plus sur le seul fabricant. Alors cette normalisation a été facilitée par le fait qu'il s'agissait de produits manufacturés avec une certaine homogénéité dans leur composition et dans leur production. Il est plus facile d'établir une norme pour des films cinématographiques et des photographies issues d'une production de masse avec des caractéristiques ou des compositions contrôlées plutôt que pour des peintures anciennes ou des objets archéologiques. Alors l'enjeu était de taille car à partir des années 1980, le marché de la photographie patrimoniale était en plein essor et les plus grandes institutions patrimoniales, d'abord ici en Amérique du Nord, puis en France, ont tenu à mettre en valeur et à préserver ce patrimoine iconographique. Aussi, pour se conformer aux recommandations, les institutions ont installé des chambres frigorifiques allant jusqu'à moins 18 degrés dans leurs réserves, d'abord à l'Art Institute de Chicago, puis le Centre canadien d'architecture, les Archives nationales du Canada, etc. Il s'agissait ainsi de conserver les tirages et les films les plus fragiles. Nous sommes aujourd'hui à un tournant. Il y a une pression
sociétale pour des actions éco-responsables, et la communauté patrimoniale non seulement n'y échappe pas, mais elle voudrait en être également un moteur, car nous avons tous bien compris qu'à long terme, une démarche éco-responsable est indispensable si l'on veut assurer la pérennité du patrimoine culturel et celle indissociable du patrimoine naturel. Les choses se mettent en place lentement car elles sont ralenties par le confort de l'habitude, des règles établies, la méfiance, la difficulté à être disruptif et parfois le manque d'alternatives viables. Alors comment adapter certaines de ces normes qui, si elles garantissent une bonne conservation, ont parfois une empreinte carbone conséquente? Il convient de déterminer ce que l'on doit vraiment conserver dans une chambre froide ou climatisée et ce qui peut sans problème être conservé à température ambiante sous nos latitudes, c'est-à-dire entre 18 et 27 degrés, en se focalisant alors prioritairement sur des questions d'humidité. Dans cette réflexion sur les pratiques de conservation, il conviendrait également d'aborder celle des matériaux d'emballage, ceux qui sont utilisés pour réaliser des enveloppes, des pochettes, voire des boîtes. On comprendra assez bien maintenant qu'il faut limiter, voire éviter l'utilisation du polyester, le polyéthylène terephthalate, qui a fait l'objet d'une large promotion dans le domaine de la conservation au cours des 40 dernières années. Certes, il est transparent, mais il pose de multiples problèmes et on se doit plus que jamais de favoriser l'usage de papier. Alors quel papier? Depuis les années 80, je m'inscris en faux sur le rejet du papier permanent, celui qui intègre une réserve alcaline pour la préservation des photographies. Cette défiance vis-à-vis du papier permanent est née d'une mauvaise interprétation de résultats expérimentaux où des dommages sur des photographies lors de tests avaient été attribués à la réserve alcaline alors qu'ils étaient simplement dus à la mauvaise composition chimique du papier. À ma connaissance et suite à d'autres essais, il n'a jamais pu être démontré une quelconque interaction néfaste entre ce type de papier à réserve alcaline et une photographie en noir et blanc ou en couleur. Mais rien ne semble y faire, on continue à recommander et à commander des papiers sans réserve alcaline qui sont par nature moins durables. Et puis la réflexion s'étend bien au-delà des matériaux de conservation. Cela englobe les consommables pour le transport et l'emballage des œuvres. Avec mes collègues du groupe Gecko, Marussia Duranton, Jeanne Echinard, Agnès Galortlik et Eleonora Pelizzi, nous avons soutenu ou conçu plusieurs projets dans ce sens. Un sur l'utilisation de l'eau dans les ateliers de restauration, l'usage du carton pour le transport des œuvres sur de courtes distances à la place du bois avec la société Chenu, LP Art et le musée du Quai Branly, et un projet de recherche, un moussaillon, sur une écomousse de calage, projet financé par la Fondation des sciences du patrimoine. Alors à ce titre, je n'ai aucun doute sur la capacité des laboratoires de recherche à proposer ou introduire des matériaux alternatifs. On sait faire des feuilles de cellulose aussi transparentes qu'une feuille de polyester et des mousses cellulosiques performantes pour l'isolation. Des traitements de l'air à plus faible impact environnemental, seulement voilà, pour que de telles innovations soient adoptées, il faut qu'il y ait une industrie qui les produise et celles-ci ne feront les investissements nécessaires que s'il y a un marché. Ces nouveaux matériaux seront plus onéreux à produire et le patrimoine est un marché de niche qui n'a pas non plus des moyens illimités. Il y a encore de nombreux verrous, donc non seulement technologiques, mais aussi économiques et parfois psychologiques à débloquer. En attendant, on peut réévaluer nos façons de faire, réfléchir sur le bien fondé ou la nécessité de certaines pratiques afin de nous adapter à ces nouvelles contraintes. Et c'est dans cette optique que je voudrais maintenant vous parler brièvement du travail que j'ai conduit à Myanmar, jadis la Birmanie, pour une collection de négatifs sur plaques de verre. Il a fallu faire des choix qui ne respectent pas les normes de conservation à la lettre, ni l'adoption de contenants éco-responsables, mais ces compromis ont permis d'introduire des solutions à faible empreinte carbone dans une approche très pragmatique.
Alors, tout a commencé à la fin de l'année 2018 lorsque le bureau de l'UNESCO en Thaïlande m'a invité à aider à la préservation d'une collection de négatifs sur plaques de verre du département d'archéologie à Yangon, au Myanmar. Le facteur majeur de dégradation pour ces négatifs sur plaques de verre était l'humidité et nous nous sommes donc focalisés sur le moyen de maintenir la collection dans une atmosphère plus sèche et de trouver localement des matériaux de conservation. Comme nous n'avons pas trouvé localement de fournisseurs spécialisés en matériaux de conservation, nous sommes allés sur le marché local pour recenser les matériaux disponibles. Nous y avons trouvé des papiers traditionnels produits dans l'état Shan, dans le nord-est du Myanmar. Alors ce papier Shan est un papier produit à base de fibres de mûrier par les artisans et il est traditionnellement utilisé pour fabriquer des parapluies. Nous l'avons testé chimiquement par le test d'activité photographique. Malheureusement, ils se sont avérés inadaptés pour les photographies. Et de surcroît, ils ont une structure assez grossière, inégale, qui est certes appropriée pour les utilisations traditionnelles, mais qui présente un risque d'abrasion pour les plaques photographiques. Donc la seule option était d'importer des pochettes. Acheter à l'étranger des conditionnements adaptés, des pochettes à 4 rabats, revenait en moyenne à 5 € par enveloppe, c'est-à-dire un budget d'environ 28 000 €. Et de surcroît, il n'y avait pas tous les formats dont nous avions besoin. Nous avons donc décidé d'importer des rames de papier. En faisant une enveloppe à 4 rabats, environ 4/9 du papier est perdu lors de la découpe. Pour éviter un tel gaspillage, les enveloppes à 4 rabats ont été fabriquées en assemblant 2 bandes de papier que l'on glisse l'une dans l'autre après avoir réalisé 2 fentes. Le coût des enveloppes a pu être ainsi divisé par 10. Il convenait également de stocker les plaques de verre dans des boîtes. Les boîtes vont assurer une protection supplémentaire et c'est un moyen pratique d'organiser, de gérer une collection. Malheureusement, aucune boîte adéquate n'a pu être obtenue localement. Mais nous avons trouvé en revanche des feuilles de polypropylène ondulé. C'est un matériau bon marché, résistant pour supporter la masse des plaques et durable, dans le sens où il se conserve bien. De surcroît, il absorbe les chocs, il est compatible avec la conservation des photographies. Il n'est sensible ni à l'humidité ni aux micro-organismes. Et en quelques jours, nous avons pu établir un petit atelier de fabrication de boîtes pliables avec ce polypropylène ondulé. 2 types de boîtes ont été conçues, une boîte horizontale pour stocker à plat les plus grands formats et une boîte verticale pour toutes les autres plaques de petits formats qui seront stockées verticalement. Ce changement d'armoire et le reconditionnement ont été l'occasion de nettoyer ces négatifs pour éliminer toutes les salissures sur la face du verre des plaques. L'équipe a été formée pendant une semaine pour effectuer et documenter ces interventions. Ainsi, tout au long de l'année 2020, les plaques ont été reconditionnées dans des pochettes et des boîtes. Nous avons alors considéré la possibilité de créer un micro-environnement à faible humidité en utilisant des armoires sèches. Ces armoires sont couramment utilisées pour protéger les appareils photographiques et des documents contre les moisissures ou pour stocker des composants électroniques sensibles à l'humidité, voire des collections entomologiques. Elles mettent en œuvre des technologies simples et présentent l'avantage d'une faible consommation d'énergie et de faibles besoins d'entretien. La déshumidification se fait soit par un système de refroidissement par effet Peltier qui va éliminer l'humidité de l'air en la condensant, soit avec des sels déshydratants à régénération automatique. L'étanchéité de l'armoire aide à stabiliser les conditions intérieures et protège de la poussière, des insectes ou des rongeurs.
Pour des pays tropicaux, les deux systèmes de déshumidification sont efficaces, mais sous nos latitudes, je pense qu'il est préférable d'utiliser des systèmes à sel desséchant. J'ai testé l'efficacité de ces armoires sèches au laboratoire. J'ai tout d'abord humidifié des livres et des documents photographiques à forte humidité dans une enceinte climatique et je les ai ensuite transférés dans l'armoire sèche avec un point de consigne ajusté à 30%. J'ai placé cette armoire sèche dans une housse où j'ai injecté de l'air humide pour reproduire les conditions d'utilisation tropicale. Après 8 jours de fonctionnement, l'humidité relative est passée de 70% à 35% d'humidité relative dans l'armoire sèche. Le module de déshumidification fonctionne par cycle. À chaque cycle, il abaisse de quelques pourcents l'humidité dans l'armoire jusqu'à la valeur fixée. Chaque abaissement d'humidité relative s'accompagne d'une petite élévation temporaire de température. Une fois que la valeur fixée d'humidité est atteinte, l'unité de déshumidification se met en pause. Si l'humidité augmente au-dessus d'une certaine valeur, eh bien le système de séchage se remet en route pour une nouvelle série de cycles pendant quelques heures. Pour maintenir les conditions requises dans l'armoire tout au long des 22 jours de test, au total, une seule journée de fonctionnement aura été nécessaire. La consommation d'énergie est donc réduite et les conditions d'humidité sont maintenues dans l'armoire quelque temps, même en cas de coupure de courant, grâce à l'étanchéité. 6 grandes armoires sèches de marque Rugart de 600 litres ont donc été acquises pour stocker la collection de négatifs sur plaque de verre. Nous avons suivi et enregistré les variations thermohygrométriques à l'intérieur et à l'extérieur des armoires en 2020 et 2021. Les résultats sont encourageants. Alors que dans la pièce, l'humidité relative varie considérablement pour rester à des valeurs supérieures à 80% pendant la mousson, à l'intérieur des armoires sèches, l'humidité reste parfaitement stable autour du point de consigne entre 35 et 40%. Selon l'armoire. On observe des pics pendant des temps très brefs qui correspondent aux ouvertures des armoires. Le choix de ce type d'armoire s'avère particulièrement intéressant parce qu'il permet de maintenir une humidité basse tout en limitant la consommation d'énergie. Grâce à leur étanchéité, la déshumidification ne fonctionne que sporadiquement. Cette décision d'utiliser des armoires sèches a permis d'améliorer de façon efficace et durable la conservation des négatifs sur plaque de verre, probablement mieux que d'avoir une climatisation qui n'aurait jamais été en place ou entretenue entre 2020 et 2022, compte tenu de la situation politique au Myanmar et des incertitudes liées à la pandémie. Ces armoires sèches pourraient être utilisées pour stocker un plus grand nombre d'objets sensibles à l'humidité, notamment des films photographiques et des objets en acétate de cellulose. Cependant, le problème est que ces objets dégagent de l'acide acétique et que l'étanchéité de l'armoire entraîne une accumulation de gaz acide qui va alors accélérer la dégradation de ces objets. Une solution pour éviter ce problème est d'introduire un adsorbant pour piéger sélectivement les acides volatiles. Dans le passé, Kodak puis Fuji ont recommandé l'utilisation de zéolithes sous forme de billes ou dans des sacs en Tyvek à ajouter aux conteneurs, aux boîtes de films. Ces zéolithes sont des aluminosilicates très poreux qui peuvent piéger les molécules d'acide à l'intérieur de leurs pores. Cependant, ces zéolithes sont très hydrophiles et absorbent plus l'humidité que l'acide acétique, ce qui les rend bien moins efficaces que prévu. Au laboratoire, nous avons testé d'autres adsorbants plus efficaces et plus sélectifs que les zéolithes pour piéger l'acide acétique, en particulier des MOF ou des Metal Organic Framework, qui sont des matériaux solides, poreux, cristallisés, synthétisés en liant des ions métalliques à des molécules organiques.
Il existe un très grand nombre de combinaisons possibles d'éléments de liaison et de métaux, ce qui permet d'obtenir une large gamme de structures dont la taille des pores et la polarité sont ajustables et qui conviennent à l'absorption sélective de gaz. À l'heure actuelle, il y a plus de 90 000 MOF qui ont été synthétisés. Alors dans notre projet, plusieurs de ces composés ont été synthétisés et évalués pour leur efficacité à piéger l'acide acétique dans les boîtes de conservation. Finalement, nous avons sélectionné un MOF qui s'appelle le 1100 et qui répondait parfaitement à nos attentes. Ce MOF 1100 présente de nombreux avantages. Il est bon marché, il peut être produit par une synthèse verte à température ambiante et l'acide acétique s'absorbe fortement sur les sites métalliques. Il n'y a pas de risque de relargage. Des tests en laboratoire ont montré que le MOF 1100 est plus performant que les éolites, les charbons actifs et d'autres matériaux poreux. Non seulement pour l'acide acétique, mais aussi pour l'acide formique et d'autres COV. Nous l'avons testé dans des archives cinématographiques, des sacs en Tyvek ont été remplis avec 150 grammes de 1100 et placés à proximité de films qui émettaient de l'acide acétique. Pour ce test, une boîte de film particulière a été conçue par un de nos partenaires. Les sachets de MOF ont été placés dans le couvercle de cette boîte et il y avait également un espace sur le côté pour insérer un capteur afin de surveiller en permanence la concentration en acide acétique dans la boîte de film. Ici, dans les archives du film à Valence, en Espagne, les mesures sur un film indiquent environ 2,2 ppm d'acide acétique. Et lorsqu'on ajoute le MOF, la concentration d'acide acétique chute rapidement de 2,2 à 0,3 ppm en moyenne et reste à ce niveau pendant au moins un mois. Malheureusement, le retard dû à la pandémie ne nous a pas permis de poursuivre cette expérience plus longtemps. Toutefois, les expériences menées au laboratoire et les modèles théoriques établis par nos collègues de l'Université de Lisbonne ont montré que ce MOF restera efficace pendant plusieurs années et ralentira significativement le processus de dégradation de l'acétate de cellulose. Garder pendant 10 ans un film en acétate de cellulose en bon état d'environ 2 kg à 22 degrés avec 100 g de MOF 1100 produit le même bénéfice que de le conserver à 5 degrés pendant 10 ans sans MOF, sans adsorbant. Et si le film est déjà dégradé au niveau 1 avec les détecteurs AD strip, la quantité de MOF doit être doublée. C'est-à-dire que l'ajout de 200 g de MOF dans la boîte de film à 22 degrés produira le même bénéfice que son stockage à 5 degrés. Nous étions assez satisfaits de ces résultats, mais il restait un aspect que nous voulions améliorer. La mise en forme du MOF. En fait, le MOF est produit sous forme de poudre et la mise en forme habituelle se fait sous forme de granulés ou de billes qui ne sont pas très pratiques à manipuler et à utiliser dans les archives. J'ai donc proposé une solution alternative qui consiste à incorporer ces MOF dans des feuilles de papier. Et les feuilles de papier sont plus faciles à stocker, à manipuler et à découper au format des boîtes de stockage. Alors de tels matériaux, papier ou carton contenant des adsorbants ont déjà été introduits par le passé. On les connaît sous le nom de microchamber, mais ils contiennent au maximum 20% d'adsorbants. Notre objectif dans cette étude était d'introduire une grande quantité d'adsorbants, plus de 60-70%, afin d'obtenir une densité élevée dans un petit volume et d'augmenter ainsi la durabilité du système. Toutefois, introduire plus de 40% d'une charge inorganique dans des fibres cellulosiques donne une feuille cassante. Alors pour renforcer les propriétés mécaniques de la feuille, j'ai mélangé les longues fibres de cellulose utilisées pour produire des feuilles de papier avec des nanofibres de cellulose. Un tel réseau enchevêtré de fibres et de microfibrilles permet d'obtenir des propriétés mécaniques
qui sont proches de celles d'une feuille de papier malgré la forte teneur en charge introduite. Nous avons ainsi réussi à préparer des feuilles contenant 75% de MOF. La nanocellulose se disperse entre les particules de MOF et assure une excellente cohésion de tous les constituants de la feuille. Les premières tentatives de fabrication de feuilles A4 ont été réalisées avec l'aide des restaurateurs des Archives nationales à Pierrefitte. La préparation est très similaire à la fabrication traditionnelle du papier. Les fibres de cellulose et de nanocellulose sont vigoureusement mélangées dans de l'eau avec la poudre MOF et cette suspension est ensuite filtrée par aspiration sous vide. La feuille obtenue est séchée sous faible pression et après quelques essais, il nous a été possible de produire des membranes contenant des quantités beaucoup plus importantes de MOF, jusqu'à 90%, qui restaient flexibles et résistants. Alors le même procédé pourrait être appliqué pour produire des feuilles contenant du charbon actif ou même des feuilles contenant des zéolithes. Pour s'assurer que ce nouveau matériau, cette feuille, n'endommagera pas les matériaux photographiques ou cinématographiques, nous avons appliqué le test normalisé d'activité photographique. Et cette feuille de MOF a passé avec succès ce test d'activité photographique. Alors jusqu'à présent, ces feuilles de MOF ont donné des résultats très prometteurs pour piéger de manière irréversible les acides organiques. Elles sont donc efficaces pour prolonger la durée de vie des objets en acétate de cellulose à température ambiante. Nous avons testé avec succès l'utilisation d'autres MOF pour piéger divers COV, des composés organiques volatiles tels que du formaldéhyde et du sulfure d'hydrogène. Ainsi, ces feuilles peuvent trouver des applications dans le domaine du patrimoine culturel pour des boîtes de rangement, des armoires, des vitrines et même des salles de stockage. La prochaine étape consiste à passer de l'échelle du laboratoire à la production industrielle et à introduire sur le marché ces produits susceptibles d'améliorer la conservation de certains matériaux modernes, fragiles, avec une empreinte carbone limitée. Je voudrais conclure en disant qu'après moins de 2 ans d'activité, nous avons réussi à mettre en œuvre une solution simple et durable pour préserver cette collection de négatifs sur plaque de verre. En 2020, ma mission était terminée, la numérisation de la collection pouvait commencer. Coup de théâtre, en juin 2020, en fouillant dans les archives de l'UNESCO, mon collègue Andrew Anderson fait une découverte surprenante. Il s'agit d'un rapport rédigé il y a plus de 40 ans par Eugène Ostroff sur la préservation de ces collections photographiques qu'il avait expertisées alors dans les années 1980. Ostroff était conservateur de photographie au National Museum of American History à Washington et l'un des rares experts dans le domaine de la préservation des photographies à cette époque. D'ailleurs, c'est par lui que j'avais découvert la restauration des photographies dans un chapitre qu'il avait écrit dans la série Time of Life Photography au début des années 1970. Naturellement, intrigué, piqué par la curiosité, j'ai lu son rapport et ses préconisations pour voir si nos points de vue et nos propositions divergeaient. Rien de surprenant, Ostroff était arrivé au même diagnostic, soulignant un taux d'humidité trop élevé, des traces de moisissure et des enveloppes de mauvaise qualité. Ses recommandations étaient de déplacer la collection de photographies dans une nouvelle salle de stockage climatisée avec une température inférieure à 24 degrés et une humidité relative inférieure à 60%, d'utiliser des armoires en acier, de changer les enveloppes après avoir nettoyé les salissures et les moisissures. Tout cela n'avait manifestement pas été mis en place. Nos observations étaient similaires, nos recommandations assez proches. Et si les principes de conservation des photographies n'ont pas changé en 40 ans, en l'espace de quelques décennies,
La conservation du patrimoine a intégré entre-temps les objectifs du développement durable. Et là où Ostrov proposait d'utiliser l'air conditionné, nous avons mis en place une armoire sèche en métal sans contrôle de température. Là où il proposait de commander des enveloppes et des matériaux de conservation à l'étranger, nous avons fini par les produire en interne. Et là où il proposait de faire des tirages de haute qualité à partir des négatifs, eh bien la numérisation s'est aujourd'hui imposée. Une chose importante que je veux souligner en guise de conclusion générale, c'est qu'au lieu de ralentir le processus de préservation ou de le rendre difficile, ces nouvelles priorités du développement durable ou soutenables nous ont forcés à proposer, à mettre en œuvre des solutions innovantes et efficaces et finalement d'améliorer le stockage des collections dans des délais extrêmement courts malgré un budget serré. Nous vivons donc ce changement de paradigme qui nous permet de nous affranchir de certaines contraintes, de donner libre cours à notre inventivité, d'innover, de construire sur nos acquis et nos connaissances des fonds photographiques, du contexte social et humain, plutôt que d'appliquer systématiquement des consignes normalisées. Tout comme dans le domaine de la restauration, l'essentiel est d'adopter une approche critique et de faire des choix raisonnés que l'on puisse justifier. Pour terminer, je voudrais remercier les bureaux de l'UNESCO à Myanmar et en Thaïlande et également mes partenaires du département de l'archéologie et des musées avec qui j'ai collaboré et qui ont décidé de quitter leurs fonctions pour signifier leur désaccord. Beaucoup se sont engagés dans un mouvement de résistance passive, alors ma pensée va vers eux et au travers de cette présentation, bien sûr, je souhaite leur rendre hommage. Merci de votre attention.